Avant que le Mordor ne devienne un nom murmuré à voix basse, avant que les murailles de Minas Tirith ne craignent l'assaut d'un océan de bannières noires, il n'existait pas d'armée. Il n'existait qu'une volonté, implacable, glaciale, inébranlable. La volonté d'un seul être, Sauron, le lieutenant déchu de Morgoth. Lorsque le premier âge s'acheva, dans le fracas de la guerre de la colère, Morgoth fut banni hors du cercle du monde. Les légions, inébranlables, qu'il avait levées, furent dispersées, ses forteresses réduites en cendres, et ses plus fidèles serviteurs traqués sans relâche par les puissances de l'Ouest. Mais Sauron, lui, survécut. Il s'effaça du regard des elfes et des hommes, se fondit dans les recoins oubliés de la Terre du Milieu. Et dans cet exil volontaire, il réfléchit. Morgoth avait bâti son empire sur la force brute, écrasant tout sur son passage. Mais cela avait échoué. Sauron comprit que pour régner éternellement, il fallait plus que la force. Il fallait l'ordre, la stratégie et surtout, la corruption des cœurs. C'est ainsi que naquit son projet. Non pas une armée improvisée pour une guerre passagère, mais une machine de guerre vivante, une organisation capable de servir non seulement la conquête, mais à dominer pour toujours. Les premières pierres de cette machine de guerre, Sauron ne les forgea pas lui-même. Elles venaient d'un héritage bien plus ancien, aussi noir que les profondeurs d'Angband, les orques. Leur origine est l'un des récits les plus sombres de la Terre du Milieu. Selon les anciens chants des elfes, à l'aube du monde, Morgoth captura certains des premiers-nés alors qu'ils s'éveillaient au bord du lac du Cuvénian. Il les tordit, les brisa, les mutila dans leur chair et leur esprit, jusqu'à ce qu'ils perdent toute lumière, toute beauté et toute mémoire de ce qu'ils avaient été. De ces âmes défigurées naquirent les orques. Amers, haineux, vouant aux elfes et à la lumière une rancune éternelle. Mais ces créatures, si nombreuses soient-elles, avaient un défaut. Elles étaient chaotiques, querelleuses, incapables de suivre un plan sans s'entre-dévorer. Les orques de Morgoth étaient comme une tempête sauvage, destructeurs, oui, mais indisciplinés. Sauron, lui, n'était pas Morgoth. Il n'avait pas le goût de la démesure brute, mais celui de la précision. Il vit dans ces hordes dégénérées un potentiel militaire immense, à condition de les plier à une discipline de fer. Alors il imposa des chefs, désigna des capitaines orques triés sur le volet pour leur ruse ou leur brutalité. Il instaura une hiérarchie claire. Chaque soldat savait qui commander, et chaque chef savait que l'échec se payait dans le sang. Les orques apprirent à marcher au pas, à tenir une ligne, à tendre les embuscades coordonnées. Ce n'étaient plus seulement des bêtes de guerre, mais des soldats. Ainsi l'héritage monstrueux de Morgoth devint la base du futur instrument de conquête de Sauron. Mais ce n'était qu'un début. L'ombre allait bientôt s'étendre à des peuples bien au-delà des montagnes d'Efelduat. Les orques donnaient à Sauron la masse, mais il lui fallait aussi la puissance brute, la force d'impact capable de briser une porte ou d'écraser un mur. C'est là qu'interviennent les trolls. Les trolls, dans les récits anciens, auraient été créés par Morgoth comme une imitation grotesque des Ents. Là où ces derniers étaient des gardiens des forêts, faits de sagesse et de patience, les trolls étaient laideur et violence incarnée. Massifs, cuirassés d'une peau dure comme la pierre, capables de manier des massues ou de soulever des blocs entiers, ils faisaient des armes vivantes parfaites. Sauron perfectionna leur usage. Les trolls ne devaient pas être des monstres sauvages lâchés dans la mêlée au hasard, ils devinrent des béliers vivants de son armée. Au siège de Minas Tirith, les trolls de l'Olog-Ai, une race que Sauron avait améliorée pour qu'elle supporte la lumière du soleil, furent utilisés pour manœuvrer Grond, le gigantesque bélier de siège qui frappa la porte noire de la Cité Blanche. Mais les trolls n'étaient pas seuls dans ce bestiaire terrifiant. Sauron employait aussi les vargs, loups monstrueux aussi intelligents pour porter un cavalier orc, les Mumakil des Haradrim, ces éléphants de guerre si grands qu'ils écrasaient des dizaines d'hommes d'un seul pas, et des bêtes moins connues, comme les créatures ailées des Nazgûl. Ces bêtes n'étaient pas de simples atouts tactiques, elles servaient aussi à inspirer la terreur.
car Sauron savait qu'une armée gagne parfois avant même de combattre, lorsqu'elle glace le sang de l'ennemi au premier regard. L'armée de Sauron n'était pas composée uniquement de créatures monstrueuses. Certains de ses soldats étaient des hommes vivants, mortels, dotés d'un cœur qui avait choisi l'ombre. L'histoire de ces alliances est celle de royaumes tombés dans la corruption, souvent par ambition, parfois par désespoir. À l'est de la Terre du Milieu vivaient les Orientaux, comme les Balcotes et les Wayne Riders, des peuples de cavaliers farouches qui avaient été ennemis des royaumes des hommes depuis des siècles. Leur haine ancienne envers le Gondor furent un terreau fertile pour l'influence de Sauron. Au sud, les Haradrim, reconnaissables à leur armure d'écaille et leur bannière rouge, avaient leurs propres griffes. Jadis, certains de leurs ancêtres avaient été alliés de Núménor, mais lorsque le grand royaume insulaire sombra dans la folie et la cruauté, ils connurent ces armées comme des conquérants et non comme des alliés. Les promesses de Sauron, habilement formulées, se posèrent alors comme une revanche historique. Il ne faut pas croire que Sauron imposa son autorité par la seule menace. Il savait flatter, séduire, promettre des terres, des richesses, la victoire sur leur ennemi. Pour certains rois et chefs tribaux, rejoindre le Mordor, c'était simplement choisir le camp du vainqueur. Pour d'autres, c'était une croisade contre un ennemi commun, le Gondor, perçu comme arrogant et dominateur. Ainsi, les rangs de son armée accueillirent des milliers d'hommes, Haradrim, Variag de Gand, tribus de l'Est. Tous portaient leurs propres couleurs, leurs propres armes, mais tous marchaient sous l'œil rouge. Parmi les plus terribles serviteurs de Sauron, aucun nom n'inspirait plus de terreur que celui des Nazgûl, les spectres de l'anneau. Ces 9 hommes avaient reçu jadis des mains de Sauron 9 anneaux de pouvoir. Au début, ils avaient cru recevoir un don incomparable, une source de force et de longévité. Mais lentement, insidieusement, l'ombre les enveloppa. Les anneaux ne leur donnaient pas seulement du pouvoir, ils les liaient à la volonté de leur maître. Les siècles passèrent et leur humanité s'effaça. Leurs corps devinrent invisibles, leur esprit prisonnier d'un monde entre les mondes. Là où ils allaient, l'air se glaçait, le courage se fanait et les cris se nouaient dans la gorge. Quand Sauron revint en Mordor, les Nazgûl furent les premiers à répondre à son appel. Ce n'étaient pas seulement des guerriers, mais des commandants, capables de mener des légions entières. Leur simple présence suffisait à imposer l'ordre dans les rangs les plus indisciplinés. Leur chef, le roi sorcier d'Angmar, avait déjà prouvé sa valeur militaire lors de la chute de l'Arnor. Sous ses ordres, même les orques les plus rétifs obéissaient sans discussion. Les Nazgûl furent les colonnes vertébrales de l'armée de Sauron, ses émissaires et ses bourreaux. Sauron était maître dans l'art de la guerre psychologique. Sa force ne résidait pas uniquement dans les armes et les armées, mais dans la peur qu'il inspirait. Les récits des massacres commis par ses troupes se répandaient avant même qu'elles n'arrivent. Des villages entiers fuyaient à l'annonce de l'approche des bannières noires. Les prisonniers étaient souvent relâchés volontairement, chargés de raconter les horreurs vues dans les camps de l'ombre. Les orques peignaient parfois leur armure et leurs boucliers de rouge ou de noir pour rappeler le sang et la nuit. Les tambours de guerre du Mordor résonnaient à des kilomètres, rythmant l'avance des troupes comme un battement de cœur funèbre. Même l'architecture du Mordor participait à cette propagande. La tour de Barad-dûr, colossale, visible à des dizaines de lieues, n'était pas seulement une forteresse, mais un symbole écrasant, rappelant à tous que l'œil voyait, observait sans relâche. Lever une armée immense ne suffit pas. Il faut la nourrir, l'armer, la déplacer. Sauron avait compris cela mieux que quiconque. Le Mordor, malgré son paysage aride et volcanique, était organisé comme une gigantesque base militaire. Les plaines de l'Itlad servaient de terrain d'entraînement. Les forges de Gorgoroth
produisaient armes et armures en quantité industrielle, alimentées par les mines de fer et de charbon des montagnes d'Eiffel-Duat. Les routes militaires, comme celle qui menait de la Porte Noire à Minas Morgul, étaient pavées et entretenues pour permettre le passage rapide des troupes. Les vivres venaient souvent de territoires conquis ou alliés. Le blé des plaines orientales, les bêtes capturées dans le sud, et même des réserves saisies lors des raids. Le génie de Sauron fut de créer un système où chaque peuple asservi ou allié contribuait à l'effort de guerre, que ce soit en hommes, en ressources ou en artisanat. La guerre de Sauron n'était pas seulement frontale, elle était aussi souterraine, invisible. Partout où ses ennemis vivaient, il envoyait des espions, des agents, des traîtres. Certains portaient des messages, d'autres semaient la discorde, d'autres encore offraient des promesses empoisonnées. À Minas Tirith, certains seigneurs doutaient ouvertement de la force du Gondor. Dans le Rohan, Grima, langue de serpent, servait déjà un autre maître, préparant le terrain pour affaiblir Théoden. Sauron savait que diviser ses ennemis était aussi efficace que de les affronter. Chaque rival affaibli était une victoire avant même que la bataille ne commence. Lorsque l'anneau unique fut retrouvé, Sauron accéléra ses préparatifs. Toutes ses forces convergèrent vers un seul but, briser le Gondor et ouvrir la route vers le nord. Les plaines devant la Porte Noire devinrent noires de monde. Des dizaines de milliers d'orques, de trolls, d'hommes, de bêtes monstrueuses attendaient le signal. Les bannières aux couleurs du Mordor, du Harad, du Kand flottaient dans le ciel couvert de fumée. Ce n'était plus une armée, c'était un océan d'acier et de chair, rassemblés pour un seul instant de destruction totale. Et pourtant, au cœur de cette masse, chaque soldat, chaque créature, chaque tambour battait au rythme d'une seule volonté, celle de l'ombre.